Obrigado. Parabéns, Nivaldo, pelo evento. Vamos dar continuidade aos trabalhos, né? E, nesse sentido, gostaria de apresentar a nossa próxima palestrante, a arquiteta Rosila Gozanu. Ela é arquiteta e doutora em antropologia. Ela desenvolve pesquisas historiográficas dos discursos nacionais, internacionais, coloniais e contracoloniais. Trabalha com os conceitos de memória, o patrimônio na diáspora e os dispositivos cenográficos e museográficos das políticas de conservação em África e na diáspora, assim como desenvolve diversos projetos sobre a valorização da cultura africana, notadamente disposições em África e em países da Europa, e atualmente atua desde 2020 como pesquisadora associada do Laboratório CRENU em Nantes, na França. Sua palestra é intitulada Lugares e Nós de Memória, lendo os memoriais dedicados à escravidão colonial. Então, com a palavra, nossa querida palestrante. Bonjour à toutes et à toutes. Merci pour cette présentation. Je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation de cette conférence. Je tiens également à remercier plus particulièrement le professeur Nivaldo et encore plus la professeure Paola Barreto pour cette invitation et ma présence très appréciée au Brésil. Alors, avant de présenter l'intitulé de cette prise de parole ou de cette présentation, je vais me présenter. J'ai cru comprendre que ça a été déjà fait. Je ne parle malheureusement pas portugais. J'espère que les locuteurs français pourront bien me comprendre et que la traduction permettra de suivre mon propos. Donc, je m'appelle Rosila Gozanu. Comme cela a été dit juste avant, je suis architecte de formation, diplômée de l'école d'architecture de Nantes, et j'ai ensuite réalisé un PhD en anthropologie sur les questions mémorielles ou sur les usages sociopolitiques des lieux de mémoire de l'esclavage. C'est à partir de ce travail-là et c'est sur cette étude-là que je propose d'aborder un certain nombre de points et de discussions aujourd'hui. Comme cela a été rappelé, la conférence est intitulée « Lieux et nœuds de mémoire, lire les mémoriaux consacrés à l'esclavage colonial ». C'est donc une conférence qui va être basée sur un travail de recherche qui a été mené de 2015 à aujourd'hui, notamment à partir de 3 lieux qui ont été les espaces, les terrains d'études, comme on dit en anthropologie, puisque c'est un travail de recherche qui s'est inscrit dans la discipline anthropologie et que j'ai soutenu pour être donc docteur en anthropologie. Les 3 sites et terrains de recherche sont donc le mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes, la route de l'esclave de Ouidah au Bénin et le Memorial Act en Guadeloupe. Ces 3 sites, ils ont été choisis parce qu'ils font partie d'une même matrice, ou en tout cas, ils ont un certain nombre de points communs. D'une part, la présence ou le lien avec la culture et la politique française, puisque le Bénin a été un territoire colonisé par la France avant d'être indépendant en 1960. La Guadeloupe est aujourd'hui un département-région d'outre-mer français, et puis Nantes, avant-port de la traite négrière relativement active. Pour cette présentation, je vais m'appuyer sur ces 3 cas d'études et je vais les mettre en regard des thématiques qui ont été associés pour cette rencontre, ou en tout cas les éléments qui ont été débattus, à savoir démocratie, diversité et reconstruction. Je vais prendre ces thématiques à rebours et je vais les mettre en écho avec ma réflexion et essayer de croiser ces concepts et ces thématiques pour raconter ce que sont les lieux et les nœuds de mémoire. Le premier item ou la première partie de cette présentation, c'est donc la question de la reconstruction. La reconstruction de quoi ou la construction de quoi? Ou comment peut-on penser les lieux de mémoire comme des espaces de reconstruction? C'est notamment lié à
celle d'une mémoire officielle, d'un récit national. Ça va me permettre d'articuler ceci aux fonctions premières des lieux de mémoire, puisque ce que j'expliquais, c'est que j'ai travaillé sur ces 3 sites, et ils ont la particularité d'être des espaces institutionnels, des espaces politiques, des espaces étatiques et des espaces publics. Ils ont donc pour enjeu de construire et de bâtir une mémoire collective, c'est-à-dire une mémoire unitaire et unifiée, une mémoire qui a un enjeu social, communautaire, patriotique et tactique, et surtout une mémoire qui est dessinée par des commanditaires. Pourquoi je fais cette distinction entre une mémoire officielle et une mémoire collective ? Parce que les ressorts des constructions, ces différents espaces, ces différents récits, ces différentes constructions sont relativement différentes. Et les 3 lieux dont je vais parler, ils servent à appuyer ce discours-là. Je l'ai suggéré au tout début de cette première partie. Les lieux de mémoire, ils servent donc à appuyer cette mémoire politique, d'une part, puisqu'il s'agit des espaces de sensibilisation et d'éducation, notamment auprès de la jeune génération. Ils ont une fonction didactique et ils défendent des valeurs civiques relativement importantes. Ça peut être la liberté, le patriotisme, la résistance, en fonction de leur discours. Ils servent aussi souvent à condamner une pratique et ils exhortent au « plus jamais ça ». Ils témoignent, pour le cas des lieux de mémoire de l'esclavage, d'un passé sombre et de ses habitants. Ce sont aussi souvent des espaces de compréhension et de discussion à laquelle s'adosse un jeu ou un enjeu de transmission historique. Ils ont aussi et avant tout une visée donc commémorative, une invitation au souvenir, une fonction didactique, une éducation à des valeurs, une fonction pédagogique, une transmission de savoir, et ils peuvent aussi devenir des espaces thérapeutiques, notamment lorsqu'ils sont édifiés après un trauma, et je reviendrai sur cette notion un petit peu après. Ce sont des espaces privilégiés pour être utilisés lors de commémorations, et la photo que j'ai choisi de montrer, elle montre en arrière-plan la porte du non-retour qui a été installée et édifiée sur la plage de Ouida, un port de traite important d'où partirent plus d'1 million d'esclavisés. Et devant, cette photo, elle a été prise lors d'une commémoration qui s'appelle les Vaudoons Day, et on voit qu'il y a cette association entre des pratiques communautaires et officielles, une cérémonie officielle, et ce lieu. Une seconde image qui sert à parler de la manière dont les lieux de mémoire, ce sont aussi des espaces installés dans l'espace public, des géosymboles, on peut les appeler comme ça, puisqu'ils ont une fonction métaphorique, ils ont une esthétique, une phénoménologie qui sert à faire appel au sensoriel et à libérer certains messages. Si on comprend l'enjeu très puissant des lieux de mémoire, il faut savoir que ceux qui ont été destinés à rappeler le passé esclavagiste et colonial, à rappeler les traites, ils sont relativement récents. Ils n'apparaissent dans l'espace public qu'à partir des années 90. Il y a bien des espaces qui émergent à la fin de l'abolition de l'esclavage, une date qui diffère selon le territoire. En France, c'est en 1848, au Brésil, c'est en 1888. Et donc, il va y avoir quelques éléments. Il y a Vincent Weschambre qui distingue ce qu'on appelle les traces des marques. Les traces, c'est ce qui va subsister à un espace, à une mémoire, à une histoire, et qui peut être valorisé par des épitaphes, par des plaques, par des symboles. Et puis, il y a les marques. Il distingue les marques puisque c'est quelque chose qui va surgir ex nihilo d'un passé et qui va avoir une fonction intentionnelle pour marquer les choses. Donc certes, à la fin de l'esclavage, il subsiste des traces, mais la réapparition des marques, elle reste relativement latente et lente. Ce serait un exercice relativement difficile de faire un portrait global de l'émergence des sites mémoriels consacrés à l'esclavage,
mais il existe un certain nombre de sites qui méritent leur attention. En Guadeloupe, par exemple, dès 1848, il va y avoir l'instauration d'une cloche, une cloche de la liberté, qui permet de comprendre qu'il y a eu quelques prémices dès l'abolition de l'esclavage, mais ça reste très éparse. C'est donc, et comme le montre cette carte, où j'ai tenté de mettre en avant une carte effectivement non exhaustive, mais où j'ai tenté de mettre en avant un certain nombre de lieux. Et si on regarde bien, j'ai distingué les lieux de mémoire des lieux d'histoire, puisque les gouvernements, les autorités en place, elles vont utiliser divers supports pour pouvoir appuyer cette mémoire, des mémoriaux, mais aussi des musées. Et si on regarde bien qu'il y en ait quelques-uns qui débutent dans les années 1960-1970, la majorité des espaces émergent dans les années 90, donc quasiment plus de 150 ans après l'abolition de l'esclavage. Ça signifie que ça résulte d'un processus international de réapparition dans l'espace public de ces marques, de ces mémoriaux et de ces musées. Donc un processus qui va permettre la réémergence du passé esclavagiste et négrier. Il y a des dynamiques divergentes qui permettent de comprendre les mécanismes et les mobilisations qui ont permis de reconnaître publiquement, physiquement et officiellement ces mémoires et cette histoire. Il y a des facteurs communs qui sont parfois successifs et parfois concomitants et qui sont identifiables, notamment dans les 3 terrains d'études que j'ai étudiés, à commencer par les silences et les réticences des dirigeants politiques à matérialiser ce passé. C'est par ça que je commence. Pourquoi cette longue absence des lieux de mémoire dans l'espace public? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre quasiment 150 ans pour pouvoir discuter de cette mémoire et pour pouvoir la bâtir dans l'espace public? Le premier des éléments, c'est la présence ou la manifestation d'une mémoire plurielle, éclatée et douloureuse. En effet, les abolitions de l'esclavage et de la traite, elles laissent place, dans différents territoires, à un contexte post-esclavagiste très complexe. Il y a l'indemnisation des planteurs, il y a ce qu'on a appelé l'engagisme, donc le fait de remplacer la main-d'œuvre servile par des engagés, mais qui connaissent des conditions non pas similaires, mais tout aussi compliquées et douloureuses. Il y a la ségrégation aux États-Unis, où il y a encore la colonisation en Afrique. Ce qui engendre finalement l'exploitation de certaines personnes jusque dans les années 1960, voire plus tard. Les mémoires, elles ne surgissent pas, ou peu, parce que ces réalités politiques et sociales, elles font perdurer des rapports de domination jusqu'à la période de décolonisation au milieu du XXe siècle. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est comment ces mémoriaux, ils sont rattachés à un certain nombre de concepts qu'on déploie autour des mémoires. On parle par exemple de mémoire enchaînée, pour rendre compte du prolongement de ce lien avec l'esclavage. Pour reprendre les mots de Frantz Fanon, il rappelle qu'un certain nombre de populations restent esclaves de l'esclavage et qu'ils sont prisonniers de l'histoire. Paul Ricoeur, lui, parle donc de mémoire empêchée, et plus généralement, on parle de mémoire traumatique. Et tout à l'heure, j'évoquais la possibilité, ces lieux de mémoire, d'être des espaces thérapeutiques. Ils le sont parce qu'ils répondent effectivement à un trauma qui est collectif, un trauma qui est culturel et qui est par conséquent héréditaire. C'est donc une mémoire et un trauma qui s'inscrit dans une temporalité qui est longue, qui fait appel aux survivants de cette histoire et qui pose la question de la manière dont les post-survivants, cette génération qui vient après l'événement traumatique, devient porteuse aussi d'une mémoire difficile qui s'exprime soit de manière inconsciente ou par une distorsion des faits, et j'en reviendrai, ou alors qui ne s'exprime pas du tout, ce qu'on appelle des amnésies collectives. Ça, c'est la première explication, ou une des premières explications qui permet de comprendre la lente émergence des lieux de mémoire. La deuxième, il y a donc ces mémoires plurielles et éclatées, il y a donc ce passé qui se transforme en trauma historique,
Et puis, il y a la difficulté pour les autorités politiques de faire le récit de cette mémoire. En France, par exemple, le territoire que j'ai particulièrement étudié, rappeler la mémoire de l'esclavage et donc édifier des espaces patrimoniaux, des espaces qui permettent de créer cet héritage, elle se confronte à un discours politique qui structure la nation au lendemain de l'abolition de l'esclavage, qui est le « tous nés en 1848 », les droits universels, la question de former une seule et même société. Et rappeler l'esclavage, c'est venir rendre une difficile présence de ce discours. Il va y avoir, donc en France, différents régimes mémoriels qui vont avoir un impact réellement important sur les lieux de mémoire de l'esclavage. Il y a notamment un chercheur qui s'appelle Johan Michel qui distingue 3 régimes différents, qui catégorisent les récits et les discours qui vont être portés par ces lieux. Le premier, c'est le régime abolitionniste ou républicain, qui met davantage en scène la grandeur de la République abolitionniste. C'est le cas à Nantes. Je vous en parlerai un peu plus, mais à Nantes, c'est un mémorial, d'ailleurs son nom le dit, de l'abolition de l'esclavage. C'est un espace qui, finalement, rend d'une certaine manière hommage à la République en montrant que c'est grâce à la loi, grâce à un certain nombre d'activistes politiques, et notamment Victor Schœlcher, que l'esclavage a été arrêté. Il y a un second régime en France, qui est le régime nationaliste ou anticolonialiste, et qui magnifie plutôt les héros de la résistance de l'esclavage, qu'ils soient esclavisés, marrons ou meneurs de révoltes populaires. Cette photographie-là, par exemple, elle n'a pas été prise à Nantes, territoire métropolitain avec tout ce qu'on connaît, mais elle a été prise en Guadeloupe, avec une sculpture de Joseph Ignace, et on comprend ce paradoxe et cette confrontation des récits. Et donc c'est plutôt une mémoire nationaliste, anticolonialiste, héroïque qui est mise en place dans les territoires d'outre-mer. Au Bénin, en Afrique de l'Ouest, il y a aussi cet héritage qui est relativement ambigu, qui permet la difficile ascension et édification des sites, puisque le territoire il se compose à la fois de personnes qui ont plutôt une mémoire de l'absence, une mémoire du rapt, de la violence, de la déportation. Et puis, il y a les acteurs complexes qui ont eux-mêmes participé à la traite négrière. Et cette photographie, elle a été prise juste à côté de la porte du non-retour, donc le monument que je vous montrais un peu plus tôt, et qui montre bien aussi cette diversité de récits et la difficile édification d'un discours commun. On y voit notamment ce convoi d'esclavagisés sous la surveillance d'une autre personne qui fait référence au royaume notamment du Dahomey, qui a été un des royaumes esclavagistes très importants. Donc voilà, je termine ma 3e explication sur la difficile remémoration de l'abolition de l'esclavage, qui permet de comprendre pourquoi ils sont arrivés tardivement. Et maintenant, je vais plutôt parler de la manière dont ils ont, au contraire, réussi à émerger. Alors, pourquoi, à partir des années 90, on peut même quasiment remonter à 60 en réalité, cette émergence se fait? La première, c'est parce qu'il y a un certain nombre de mobilisations qui sont faites, notamment aux États-Unis, où les communautés d'African American tentent de faire valoir leur récit historique. Et cette mobilisation sociale, depuis les États-Unis, elle va ensuite se répandre, se diffuser et mobiliser un certain nombre d'autres territoires, dont la France, la Caraïbe et puis l'Afrique. La deuxième chose qui va permettre une forme de solidarité ou en tout cas une réaction en chaîne, c'est ce qu'on a appelé le memory boom de la fin des années 60 et qui est amené par les mémoires de la Shoah. Ce qui se passe à la fin de la Shoah, et notamment le procès d'Eichmann, le procès de Nuremberg, va permettre de transformer le contexte mémoriel international. D'une part, on passe d'une ère
de la victime à l'ère du témoin, puisqu'on va venir commémorer des survivants d'un trauma. Ensuite, on passe à une judiciarisation de la mémoire, c'est-à-dire qu'il y a des procès et on cherche à comprendre qui sont les responsables. Il y a tout un débat aussi sur les réapparitions, sur les réparations qui apparaissent. Et c'est dans le fil de toute cette conversation et de tous ces débats et de toute cette aussi publicisation, parce que c'est une des rares fois où un procès est aussi médiatisé, qu'un certain nombre de victimes d'autres traumas et événements historiques vont demander leur propre reconnaissance. Ça va être le cas, comme je l'explique, pour les descendants d'esclaves et d'esclavisés, mais c'est aussi le cas, par exemple, pour les victimes de la guerre du Vietnam, plus tard de la guerre du Biafra, la guerre d'Algérie aussi. C'est pour ça qu'on va l'appeler le memory boom. Il y a un réel renversement dans la manière de penser les mémoires. Bon, le texte est en français, je suis désolée, mais le troisième point, c'est le développement d'études et de recherches. Et là, ça permet de comprendre que les lieux de mémoire et la mémoire, elle est très liée aussi à un certain nombre de recherches académiques, historiques, universitaires. Et ça va être le cas. On explique que dans les années 60, il y a une rencontre qui va se faire entre une mobilisation sociale et des intérêts universitaires et académiques. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui vont venir re-questionner cette mémoire, notamment sous un autre biais. Pendant longtemps, l'histoire de l'esclavage, elle a été écrite selon une logique comptable. On est venu compter le nombre de déportés, le nombre de navires, le nombre de biens immatériels. Et là, il y a un renversement qui va se faire. On va aussi chercher à exprimer le vécu des personnes. On va aller aussi chercher les procès qui ont eu lieu pour comprendre tous les mécanismes sociopolitiques, socio-judiciaires de cette époque. Enfin, la quatrième événement ou quatrième dynamique qui va permettre l'apparition de ces mémoires, c'est l'implication d'organismes internationaux comme l'UNESCO qui vont mettre en avant un certain nombre de financements et d'engagements pour permettre l'apparition de ces mémoires-là. Ce qui va entraîner de fait l'engagement progressif des dirigeants politiques envers cette mémoire. Cette photo, elle est relativement importante puisque en France, il va y avoir donc cette mobilisation collective, en France et ailleurs, qui va permettre d'inscrire dans le récit collectif ce récit, et ce qui est en fait le point d'origine, le point de départ des lieux de mémoire que j'examine, qui sont donc des lieux de mémoire institutionnels, comme je l'ai rappelé. Et ce qui va permettre leur édification. Et ce qui est important, c'est de ne pas rejouer la dichotomie entre des lieux politiques, publics, officiels, et aussi des lieux de mémoire qui sont plus individuels, familiaux, collectifs, communautaires. Effectivement, les discours qui vont venir nourrir cette réminiscence du passé esclavagiste, ils vont s'appuyer sur des mémoires individuelles et familiales, ce qui montre bien qu'il n'y a pas eu un oubli complet de cette mémoire-là, et finalement qu'il y a d'autres lieux de mémoire qui existent. J'en reparlerai quand je serai à discuter le Bénin. La mémoire, elle est certes officiellement reconnue dans ces espaces, dans ces mémoriaux, mais il y a un certain nombre d'autres lieux de mémoire. Pierre Nora en parle beaucoup, et pour lui, plutôt qu'être un espace géographique, physique, inscrit spatialement, c'est plutôt là où la mémoire travaille dans son grand ensemble. C'est pas seulement un espace géographique. On comprend que dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans ce boom mémoriel. Il y a un certain nombre de mémoriaux qui émergent. On comprend que les récits sont pluriels, complexes, et finalement leur architecture aussi. Et donc la question de la diversité, j'ai souhaité la traiter par le prisme des formes, de l'architecture et du patrimoine ou du matrimoine, puisqu'il y a toute une histoire aussi de l'esclavage qui a plutôt un héritage matrilinéaire et qui pose aussi question. Je reviens à cette slide parce qu'elle permet d'introduire, moi, la réflexion que j'ai eue autour des typologies mémorielles. Comment les concepteurs, les politiques, les comités qui travaillent autour de ces lieux, architecture, bâtissent, donnent une forme à cette mémoire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de faire le lien entre notre relation au temps, à la mort, au passé, au futur aussi, et la correspondance avec une forme mémorielle.
Je vais notamment distinguer les 3 sites. À Nantes, vous avez une première photo, j'y reviendrai, mais on passe d'une logique de monument à celle d'un contre-monument. Au Bénin, il s'agit plutôt d'un circuit mémoriel et paysager. Et puis, en Guadeloupe, c'est davantage sous le prisme d'un musée mémoriel qu'ils ont décidé de mettre en avant la mémoire de l'esclavage. Donc à Nantes, le mémorial de l'abolition de l'esclavage est donc un contre-monument. Les contre-monuments, c'est aussi une typologie architecturale qui apparaît, ou en tout cas qui est nommée, c'est un concept qui prend forme à nouveau au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant très longtemps, dans un contexte occidental, dans une culture bâtie occidentale qui est très armée au matériel, se remémorer un espace, c'est plutôt par quelque chose de très vertical, quelque chose qui fait signal, quelque chose qui est présent dans l'espace public, et ce qui est très lié d'une part à une culture du temps ou à une relation au temps qui est très linéaire, c'est-à-dire qu'il y a cette pensée d'inscrire et que ça va durer dans le temps, et donc il faut que ce soit conséquent, monumental. Et d'autre part, c'est lié aussi à un rapport au bâti qui est très important. Le patrimoine, il est bâti. D'ailleurs, au sein de l'UNESCO, la reconnaissance d'un patrimoine immatériel, patrimoine mondial immatériel, elle est relativement tardive. Elle apparaît en 2007. Pendant longtemps, ce qui fait office de patrimoine, c'est ce qui est bâti. Et donc, dans la culture occidentale, on connaît les lieux de mémoire comme beaucoup des arcs de triomphe, des sculptures, voilà, il y a aussi des obélisques, etc. Quelque chose d'assez vertical. Et le mémorial de l'abolition de l'esclavage, il entre dans un autre courant architectural qu'on va appeler le contre-monument, puisqu'on va être sur quelque chose de très vertical. C'est une réflexion qui se fait en creux, et comme je l'expliquais, c'est une manière d'architecturer la mémoire qui s'insère dans tous les débats autour des procès, de la reconnaissance des mémoires de la Shoah. J'ai parlé de cet événement qui a été majeur, parce qu'il y a un renversement aussi dans ce qui fait patrimoine. On ne cherche plus à rendre hommage ou mettre un honneur aux héros, à des actes héroïques, mais on pense à revers, on pense victime, on pense douleur, on pense énonciation difficile. Et finalement, cette forme en creux, cette forme évaporique, cette forme très linéaire, cette absence finalement, c'est une architecture qui cherche à rendre compte de l'absence, elle semble plus adéquate pour représenter ce passé. Donc le mémorial de l'abolition de l'esclavage, il émerge en 2012. Il est conçu par un artiste qui s'appelle Christophe Wodischko, qui a notamment travaillé sur la mémoire de la Shoah. Il est appelé à Nantes parce que c'est un des seuls artistes qui propose autre chose qu'une sculpture. Et il va s'associer avec un architecte qui s'appelle Julian Bonder, pour penser le long des quais, le long de la Loire, de cet espace d'où sont partis un certain nombre, un grand nombre de navires négriers nantais, pour penser une évocation beaucoup plus métaphorique. Je ne vais pas parler longuement de ça, mais c'est un espace qui est tripartite. Il y a d'abord un cheminement. Ensuite, il y a 2 escaliers. L'escalier, c'est vraiment un des artefacts qui va être beaucoup mobilisé pour rappeler l'esclavage, puisque l'escalier, c'est l'endroit dans lequel les esclavisés descendaient dans la cale, c'est descendre dans la terre, c'est s'enterrer aussi. Et donc, c'est un processus qu'on retrouve régulièrement dans les lieux de mémoire. Et là, c'est le cas. On descend sous terre, on s'enterre, et on est à hauteur de la Loire pour rappeler finalement que la mer elle-même est un patrimoine et un lieu de mémoire. Certains l'appellent un gris coffre-fort. C'est finalement dans l'océan qu'on retrouve peut-être le plus de traces des corps des esclavisés. Donc il y a un parcours extérieur, un parcours méditatif avec un certain nombre de textes qui évoquent l'esclavage, et puis un espace historique. On est aujourd'hui dans une relation à la mémoire qui a besoin de s'adosser un minimum à l'histoire pour comprendre, d'avoir une vocation éducative, comme je l'ai rappelé. Quelques exemples d'autres contre-monuments. Il y a le mémorial du 11 septembre à New York qui rappelle effectivement cette même typologie mémorielle. C'est le cas aussi du mémorial de la Shoah à Berlin. Voilà, on est vraiment dans cette échelle urbaine, cette forte dimension.
cette notion de désorientation, cette notion aussi de quelque chose de très linéaire. C'est aussi de l'ordre de la matérialité. On va aller chercher du brut. À Nantes, c'est du béton coffré, c'est un patelage en bois, c'est quelque chose qui rappelle aussi, d'une certaine manière, les cultures, enfin les caveaux dans les cimetières. Quelques photographies très rapides du mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes, et peut-être aussi un autre processus qui est souvent vu, c'est la question du nombre. Je vous disais que les premières recherches sur l'abolition de l'esclavage, elles cherchent à montrer le nombre, et ce mémorial-là, il joue de ça aussi. Il y a un certain nombre de plaques au sol, c'est ces plaques qu'on voit briller, qui rappellent le nombre de navires et d'expéditions qui sont partis de Nantes. Voilà, à nouveau, un mémorial très urbain. Maintenant, c'est plus des espaces qu'on met dans des calvaires en sortie de territoire. C'est quelque chose qui est très urbain, et ça dit aussi beaucoup de choses de notre nouveau rapport à la mémoire et de la manière dont il y a un retour au passé qui est inscrit dans l'architecture même de la ville. L'escalier dont je parlais tout à l'heure, voilà ce sentiment finalement d'être dans une cale de navire avec quelque chose de très brut. Et peut-être pour terminer, ce que je trouve intéressant dans la réflexion qui a été menée par Christophe Odichko, c'est de ne mettre aucune image de l'esclavage dans cet espace patrimonial. Il s'appuie sur le fait qu'il y a aujourd'hui un grand nombre d'images rattachées à l'histoire d'esclavage qui sont connues, qui sont déjà intégrées dans notre imaginaire collectif. Si je vous parle de chaînes, tout le monde va avoir cette représentation, cet imaginaire des chaînes, de l'esclavisé enchaîné, des coups de fouet. Il y a un certain nombre d'archives qui ont circulé, il y a maintenant un certain nombre de films. Et lui, ce qu'il explique, c'est que finalement, maintenant que tout ce travail a été fait et que ces images existent, les lieux de mémoire n'ont plus nécessairement besoin de représenter ça. C'est une manière aussi pour lui d'accueillir, d'avoir une forme d'hospitalité vis-à-vis du visiteur, et de se dire, je suggère simplement par des textes, mais je laisse à chacun des visiteurs la capacité d'avoir ces images, de se les représenter, de se les formuler ou non. C'est un débat, ou en tout cas c'est un parti pris qui fait débat, parce que pour certains on ne peut pas échapper à la douleur et à la violence qu'a été l'esclavage. Et pour certains, ce processus-là, il doit être mis en débat, il sert à amoindrir, à adoucir cette histoire, et ça pose effectivement question. Peut-être que voilà, c'est un lieu pour se recueillir, penser et remonter dans le passé, où l'imagination, par l'imagination plutôt que simplement une image mimée, nostalgique et mélancolique de l'abolition de l'esclavage. C'est un extrait du texte qu'il a déposé pour permettre de montrer toute la réflexion qu'il a soulevée. Le deuxième espace qui m'a interrogée et qui est un parti pris radicalement différent en termes de lieu de mémoire, c'est le musée mémorial qui apparaît en Guadeloupe en 2015, donc il y a moins de 8 ans, qui est un projet qui est porté par la région Guadeloupe, à nouveau après la mobilisation et les attentes des populations. C'est un espace qui a à nouveau une proximité avec la mer, quelque chose qui est relativement récurrent dans les mémoriaux de l'esclavage. C'est une architecture qui est extrêmement moderne, avec voilà, ce bardage qui vient rappeler pour certains les figuiers maudits. À nouveau, c'est un espace qui est extrêmement urbain, mais surtout, c'est un espace qui rencontre des enjeux maintenant des lieux de mémoire de l'esclavage. D'une part, parce qu'il intègre dans sa programmation un espace de recherche généalogique. Et donc, ça montre aussi comment cette question elle est beaucoup plus prégnante dans les territoires d'outre-mer plutôt qu'à Nantes. Mais surtout, le parti pris, c'est de s'adosser à l'histoire pour se confronter à cette mémoire. C'est un choix qui est judicieux, puisque en Guadeloupe aussi, ça reste une mémoire éclatée, parcellaire, difficile. Et c'est surtout une tentative de retracer le temps long de l'esclavage, de montrer que ça n'a pas seulement eu lieu dans ce contexte historique qu'est l'esclavage colonial, mais que ça l'a précédé. Et puis que ça s'adosse à un certain nombre de recherches.
J'ai pris beaucoup de temps, donc je vais un peu accélérer. Mais là, il y a un certain nombre d'images qui permettent de rendre compte de cet espace qui est pour certains trop neutre. Un certain nombre de personnes questionnent la neutralité du musée en expliquant que finalement, ces espaces, ils ne sont pas adaptés pour recevoir toutes les mémoires et toutes les histoires. C'est un autre débat qui est lancé et qui pose question. Il y a aussi un certain nombre de critiques qui a été émise après l'ouverture au public de ce mémorial-là, notamment parce qu'il y a très peu de représentation des esclavisés. Voilà, il y a eu un appel plutôt à des artistes contemporains pour faire appel à ça. Peut-être pour vous faire part d'un écrit qui m'a beaucoup touchée pendant l'écriture de cette thèse et qui m'a beaucoup travaillé, c'est un texte de Achille Mbembe, où il questionne l'intégration de l'histoire et des mémoires de l'esclavage au musée, en disant que pour lui, c'est quasiment impossible de faire le récit de l'esclavage au musée. Il explique que si on traverse un lieu de mémoire, un lieu patrimonial consacré à l'esclavage sans ressentir une forme de révolte, finalement, c'est qu'on a échoué dans l'objectif premier des lieux de mémoire. Pour lui, on ne peut rappeler la mémoire de l'esclavage sans générer ce sentiment de révolte. Et donc, l'institutionnalisation, la muséographie de l'esclavage, elle ne permet pas de rendre compte de cette histoire-là, et il invite plutôt à faire un anti-musée, c'est-à-dire un espace qui serait plutôt un lieu de discussion, un lieu de recherche, un lieu de repos et d'asile sans condition, je reprends ces mots, qui s'affranchirait de l'histoire des musées qui sont aussi aujourd'hui en crise et qui ont toujours un enjeu de domestication des objets, de hiérarchisation des cultures, et in fine, ils reproduisent aussi une forme de matrice esclavagiste et coloniale. Au Bénin, il y a une troisième typologie mémorielle, un circuit mémoriel et paysager, qui part de la ville de Ouidah et qui va à nouveau jusqu'à l'océan pour retracer les derniers pas des esclavisés avant de monter dans les cales des navires négriers. Et le long de ce chemin, il y a un certain nombre de stèles qui est mis en place en 93 lors d'un festival qui s'appelait Ouidah 92 et qui a été mis en place notamment après l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Donc les dates anniversaires, ce sont toujours des lieux et des moments en particulier pour rappeler la mémoire de l'esclavage, comme on le montre ici. Et cet espace-là, il est intéressant parce que il montre, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, la difficulté de rendre hommage à une seule mémoire. Et donc le gouvernement béninois, à cette époque, ils vont créer un discours, ou en tout cas, ils vont mettre en place un certain nombre d'artefacts qui renvoient et au vaudou, qui est donc une pratique socio-religieuse qui est présentée comme un flux et reflux entre les territoires esclavisés et qui leur permet surtout d'avoir une approche qui sert à montrer l'héritage dans tout ce qu'on peut l'entendre négatif et positif, entre guillemets, de l'esclavage. En tout cas, il y a une valorisation de cette mémoire qui va être répandue au-delà du Bénin. Il y a aussi un certain nombre de sculptures qui vont rappeler, de manière plutôt anecdotique, la violence de l'esclavage et le vécu des esclavisés. Et puis, il y a, et c'est pour ça que ça a longtemps fait débat, un certain nombre de symboles qui font davantage référence aux rois esclavagistes qui ont notamment organisé la traite négrière. Et puis, à l'issue de ce circuit mémoriel, il y a donc cette porte du non-retour financée par l'UNESCO qui fait face à la plage et autour duquel on s'agrégeait un certain nombre de pratiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, cette logique patrimoniale, cette logique architecturale, elle montre l'évolution, la manière d'adosser un passé à une histoire. Au Bénin, en réalité, ce n'est pas du tout de cette manière, ce n'est pas par le monumental que les populations ont entretenu un rapport à l'esclavage, qu'elles se sont confrontées à cette histoire.
les lieux de mémoire de l'esclavage, ou en tout cas leur représentation physique, elle apparaît plutôt après la colonisation et après le partage d'une culture bâtie de la mémoire. Ça, c'est une des photos d'un des espaces coloniaux qui fait partie des espaces relativement mis en avant au Bénin. En réalité, les lieux de mémoire de l'esclavage qui vont être entretenus et qui sont ceux qui font sens pour une certaine partie de la population béninoise, c'est davantage autour des arbres, qui sont des vrais marqueurs dans l'espace social. C'est aussi et beaucoup autour des cérémonies, et notamment des cérémonies vaudou, où il y a un certain nombre de cultes qui sont rendus, soit pour rendre hommage aux esclavisés, soit pour apaiser des formes de tension, mais en tout cas, ce sont des moments où sont réactivées ces mémoires-là, qui sont collectifs. Donc c'est par le chant, la prière, la danse, aussi les tenues, les chants, tout le patrimoine immatériel que cette mémoire elle va perdurer. Les couvents vaudous, ce qu'on appelle ici les terreiros, ce sont aussi des lieux de transmission de la mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces différentes typologies elles cohabitent. Il y a donc la logique qui est plutôt institutionnelle, qui a voulu intégrer un certain nombre de géosymboles dans l'espace public. Et puis, il y a tout autour un certain nombre de lieux qui sont finalement des lieux de savoir et de transmission. Il y a aussi un certain nombre d'objets, les bo ou boccio, c'est ce qu'on voit à l'arrière-plan, qui sont ces sculptures dans laquelle on va enlacer, on va mettre des liens, on va encorder. Pour certains théoriciens de l'art, ce sont des réels objets qui ont permis d'absorber le trauma et de rendre compte de cette violence, de ce qui a été vu. Dans cette recherche sur la manière dont circulent les modèles et comment est-ce qu'ils vivent et sont acceptés par les populations, il y a peut-être ces photographies-là qui montrent que les lieux de mémoire, ils restent en dialogue et ils restent constamment en discussion avec d'autres pratiques, des pratiques vernaculaires, des pratiques locales. Et là, c'est le cas d'un descendant d'une personne qui réalisait les rites au moment du départ des convois d'esclavisés, qui vient annuellement, par un système de libation, à la fois rendre hommage aux esclavisés et en même temps venir consacrer cette sculpture. Et donc, il y a cette progressive intégration, d'une part et d'autre, des objets, des artefacts et des lieux de mémoire officiels ou institutionnels dans des pratiques locales. Aujourd'hui, le Bénin, ou en tout cas Ouida, c'est un projet qui est en complète restructuration. Le gouvernement, avec l'aide de la Banque mondiale, elle est en train de transformer le site pour y mettre notamment un bateau du départ. Et on comprend qu'il y a à nouveau un renversement au Bénin qui se fait dans les logiques de remémoration. On est passé d'un circuit mémoriel à ce qu'on va appeler de l'hyper-réalité. C'est-à-dire qu'on cherche non plus à introduire cette mémoire, mais on souhaiterait que les visiteurs la vivent. Et donc, il y a cet enjeu qui est propre à un certain nombre de lieux. Aujourd'hui, les lieux de mémoire, par exemple, en France, l'espace mémoriel le plus visité, c'est un parc, entre guillemets, d'attractions qui s'appelle le Puy du Fou et qui rend hommage aux guerres vendéennes. Et finalement, on est un peu dans cet enjeu-là où aujourd'hui, les lieux de mémoire, c'est plus seulement des bâtiments, mais ce sont des quartiers entiers, des pans de ville. Et il y a cet enjeu de toucher, sentir, ressentir la mémoire de l'esclavage. Et c'est absolument dans cette dynamique-là que le gouvernement béninois s'inscrit. C'est très lié à des enjeux touristiques aussi, à des enjeux concurrentiels et attractifs pour une diaspora qui pose toutefois question. Qu'est-ce que ça signifie de faire revivre ces signes-là du passé? Qu'est-ce que ça signifie aussi de venir muséographier d'une telle manière les lieux de mémoire? J'en arrive à la fin de ma présentation, bon, à peine, à vrai dire, mais qui est sur ce troisième item, sur la question de la démocratie, et en particulier de la justice spatiale. Donc la démocratie, je l'entends comme des lieux de mémoire qui seraient mis en avant ou qui seraient gérés ou pensés par le peuple lui-même, qui est une forme de souveraineté dans la manière d'édifier ces sites. Comme je l'expliquais, moi j'ai beaucoup travaillé sur la manière dont les politiques et les comités ont pensé ces mémoires, comment est-ce qu'on construit un récit national qui est politique, qui se veut d'une certaine manière consensuel,
ou alors qu'il y a un parti pris. Et finalement, cette image qui a été prise après la mort par étouffement de George Floyd en 2020 et qui a donné lieu à la destitution d'un certain nombre de sculptures de figures coloniales et esclavagistes dans l'espace public, elle pose la question de qui décide de ce qui reste dans l'espace public, qui a voix à la parole, qui a cette possibilité et comment est-ce qu'on interagit. Donc, il y a un certain nombre de photographies qui ont notamment été spectaculaires, qui ont été prises et qui ont montré que, à nouveau, tout ce débat et tout ce questionnement autour de ces lieux de mémoire, de leur présence dans l'espace public, de leur récit, elle a été d'une part internationale et d'autre part, elle continue à faire débat. Si c'est loin d'être la première fois qu'on connaît un déboulonnement de statues, que les lieux sont appropriés, en fait, qu'il y a, et ça j'en ai moins parlé aujourd'hui, mais moi je me suis beaucoup intéressée aux tactiques et aux stratégies de la part des minorités pour venir, et c'est ce qui est marqué ici, déboulonner le récit officiel, venir le questionner et le travailler. Ce que je voulais en tout cas mettre en avant, c'est que ces espaces-là, j'en ai beaucoup parlé depuis un espace pensé et non pas un espace vécu, mais ils sont traversés par un certain nombre de pratiques, d'usages, conventionnels ou pas, acceptés ou pas. Voilà, il y a toute une réglementation et que le déboulement des statuts de 2020 et qui continue aujourd'hui et qui l'a précédé aussi avant la mort de George Floyd, elle vient montrer qu'il y a toujours un travail qui se fait. Elle vient aussi surtout montrer que l'espace public, dans beaucoup de territoires, ça reste l'espace mémoriel du groupe dominant. Que finalement, c'est un espace dans lequel surgit un certain nombre de violences et que ces espaces, ils recoupent des enjeux spatiaux et ils mettent en avant des incointances entre production de l'espace et usage du passé. Peut-être que je vais le lire pour que la traduction puisse se faire. La portée symbolique de ces actes et de ces revendications envers des signes urbains et matériels renseigne sur l'importance de leur instauration dans l'espace public. Il rappelle que l'espace est un des lieux où le pouvoir s'affirme et s'exerce, et sans doute sous la forme la plus subtile, celle de la violence symbolique comme violence inaperçue. Ça a été le cas à Nantes. Moi, j'ai souhaité renseigner comment le mémorial de l'abolition de l'esclavage, depuis son ouverture en 2012, il y a 12 ans, a connu un certain nombre de réappropriations et comment est-ce que, dans un sens ou dans l'autre, on est venu questionner son récit, ce qu'il dit, sa présence aussi, parce que parfois elle est contestée, c'est toujours pas accepté à Nantes. Mais surtout, comment est-ce que l'espace public continue d'être en constant dialogue auprès des communautés. Je vais conclure à la fois à partir de cette précédente image, et notamment la dernière en bas à droite, où on voit écrit « Libérer nos frères et sœurs », pour parler des nœuds de mémoire, puisque ma présentation, elle s'introduisait lieux et nœuds de mémoire. J'ai beaucoup parlé des lieux, et en fait, le concept de nœud de mémoire, il émerge pour montrer que les espaces sont pensés en rhizome, qu'ils résonnent et qu'ils servent d'espaces de solidarité, de sororité, que ce sont des espaces de circulation. Cette image, c'est un flyer qui a été distribué à Nantes après qu'une vidéo sur CNN relate la vente d'une personne en Libye en esclavage. Voilà, on l'entend qu'il est acheté pour $500. Et à la suite de la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, il va y avoir une mobilisation et le site qui va être choisi dans la ville pour rassembler les personnes, ça va être le mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes. Ce site-là, il va donc être un lieu de rassemblement et c'est quelque chose qui a été voulu par le concepteur. Cette grande esplanade, c'est avant tout un lieu de manifestation
pour permettre des mobilisations collectives. C'est aussi dans cet espace-là qu'il va y avoir un rendez-vous qui va être donné à toutes les communautés migrantes qui meurent en mer et qui tentent de rejoindre l'Occident. Et finalement, il y a un certain nombre d'événements qui montrent qu'il y a une relation qui se tisse entre les mémoires de l'esclavage et les mémoires des migrants, notamment africains ou d'origine africaine. Alors pour certains, ce rapprochement, il ne peut pas avoir lieu parce que les personnes ne parlent pas sous la même contrainte, parce que bien qu'il y ait une traversée, il ne s'agit pas de la même traversée, parce que c'est pas les mêmes conditions d'arrivée, etc., etc. Mais pour d'autres, finalement, on se trouve dans le prolongement d'un système et d'une matrice esclavagiste qui perdure. Et la question des frontières, la question de la traversée, la question des territoires et de la mise en esclavage, elle se perpétue. Je termine sur cette image parce qu'elle met, je crois, en avant toute la dimension dynamique, itinérante et aussi multiscalaire, dans le sens qu'il y a plusieurs échelles géographiques qui sont associées à ces espaces de mémoire. Je reviens aussi sur un nombre de concepts qui permettent de comprendre les lieux de mémoire. On les appelle des espaces palimpsestes, des espaces complices, parce qu'ils permettent de faire passer un certain nombre de mémoires, des espaces rhizomiques. Et finalement, ils sont des nœuds dans lesquels puissent émerger un certain nombre de questionnements. Je termine définitivement avec une réflexion qui est empruntée à James Young, qui est une des personnes qui a énormément théorisé les lieux de mémoire, qui dit qu'il y a finalement une forme d'incompréhension dans ces espaces patrimoniaux, ces espaces en héritage. On les construit pour faire référence au passé, mais pour lui, c'est des espaces qui doivent avant tout s'ancrer dans un présent et surtout dans un futur. Finalement, c'est pas tant ce qui commémore et ce qui remémore, mais c'est leur capacité d'action, leur puissance à être mobilisée et à interroger le futur. Et surtout, pour lui, ça doit être des espaces qui ont une visée purement interrogative, c'est-à-dire des espaces qui doivent continuellement servir à nous questionner sur notre rapport autant à la mémoire, mais surtout au futur et aux autres. Voilà, je termine cette présentation. Je vous remercie pour l'écoute. Et je crois qu'on est court en temps, mais si jamais il y a des questions, je serai dans la salle tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Rosila. Je suis très heureuse pour connaître votre travail, mais en même temps, je suis un peu triste parce qu'ici au Brasil, il n'y a pas les mesures d'esclavage. Pourquoi? C'est une question très importante. Nous avons un jour um museu de esclavagem ici. Merci beaucoup. Merci. Abro agora uma rodada de perguntas e questões para a nossa palestrante. En français, je parlais en français peut-être parce que c'est mieux et il y a la traduction. Donc je suis Andrea Pani d'Italie et je vous remercie pour cette très belle présentation qui touche un thème, un sujet très très important, très relevant pour l'actualité. Et j'ai quelques questions sur le déboulement des statuts. Vous savez, on discute aussi beaucoup en Italie. On a eu des livres aussi sur ça, sur les décisions, comme vous avez dit, sur ça, qui sont assez compliquées, je crois, parce que il s'agit souvent de personnages, et je ne parle pas des esclavistes, mais en général des personnages de l'histoire qui ont une mémoire complexe. Donc, je pensais à la très célèbre phrase de Walter Benjamin, je ne sais pas s'il a traduit bien en français, mais qui est « chaque monument de civilisation est aussi un monument de barbarisation ». Ça, c'est vraiment vrai pour tout, je dirais, parce que on a des monuments très anciens, je pense en Italie, les grands monuments romains ont été construits par des esclaves, ont été des lieux où sont passés vraiment des événements terribles. Je pense au Colisée. Tout le monde va visiter le Colisée, mais le Colisée, c'est un lieu de mort, d'assassinement. Donc, c'est un lieu terrible. Donc,
Ma question, c'est une question vraiment très, très, très vaste, mais c'est comment on peut réfléchir sur ce patrimoine et comprendre que l'histoire que ce patrimoine nous raconte, c'est une histoire complexe dans laquelle il y a sûrement des aspects de civilisation et des aspects de barbarisation. Donc, la destruction des statues, je pense, des statues de l'histoire, c'est pas peut-être le meilleur choix qu'on peut faire pour faire de la mémoire sur ces événements. Donc, je crois beaucoup plus sur le plan des lieux de mémoire, et donc c'est très important de faire ça, et c'est effectivement absurde de ne pas avoir fait ça pour longtemps, comme vous avez très bien raconté. Mais la destruction des symboles, qui naturellement on peut comprendre très bien sur le plan de l'anthropologie, etc., c'est quelque chose, je pense, c'est une, comment dirais-je, je ne sais pas le mot en français, c'est une défaite. Oui, c'est une défaite, en français on dit comme ça. C'est une défaite en quelque façon aussi pour la compréhension historique. Donc, sur ce plan, on pourrait détruire pratiquement tout. Parce que je pense qu'il n'y a pas une statue qui n'a pas aussi une symbolisation négative. Donc, ma question c'est, est-ce que tout ça est lié à l'actualité de l'esclavage? Parce que vous avez parlé de la Libye, vous avez parlé des situations actuelles qui sont tragiques. Est-ce qu'il y a une relation entre ça ou bien, quelquefois, c'est comment dirais-je, c'est la population qui voit dans un symbole historique la possibilité d'exprimer une position sur l'actualité, donc c'est important, mais pourquoi sur un symbole historique? Donc c'est quelque chose de très difficile, je sais, donc c'est une question qu'on ne peut pas répondre dans un mot, mais je voulais proposer une réflexion sur ça parce qu'on en parle beaucoup aussi chez nous. Et aussi chez nous, il y a des mémoires assez compliquées sur le plan de l'histoire, donc qui ne sont pas liées tant à l'esclavage, mais à d'autres moments historiques. Mais je pense qu'en tant qu'expert de patrimoine et de restauration, moi je suis un professeur de restauration, il faut en quelque façon se rappeler aussi de l'histoire de ces monuments. Ces monuments ont été érigés dans un certain moment et donc il avait une relevance dans ce moment et donc c'est très difficile de décider sur le déroulement de ça. Donc, et je ne voudrais pas que les visions de la masse en fait pourraient supporter le déroulement de chaque statut dans le monde, parce que ça pourrait aussi se passer. Donc, je termine, mais je vous remercie, et si vous avez quelques mots sur ça, je vous remercierai. Merci. Merci beaucoup pour cette question. En fait, je la trouve extrêmement intéressante, d'une part parce que il y a deux choses. La première, c'est que vous posez la question de la destruction des sculptures. Et en fait, je crois que ça s'inscrit dans une conception du temps qui est relativement linéaire. C'est de dire que quand quelque chose apparaît, il doit apparaître pour perdurer et être tout le temps présent. Et au Bénin, par exemple, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans cette relation qui est plus cyclique ou hélicoïdale ou en spirale, il y a la capacité de se dire parfois il y a des choses et parfois elles n'apparaissent pas. Et finalement, la destruction de ces sculptures, c'est ce que ça dit. La deuxième chose, c'est, et vous le mentionnez à juste titre, comment on fait pour ne pas effacer l'histoire, puisque l'histoire est nécessaire pour comprendre un contexte contemporain et actuel. Et il me semble que l'espace public, c'est un espace qui est dédié à la mémoire. Et la mémoire, elle est sélective, elle évolue, elle est dynamique. En revanche, l'histoire, elle s'adosse à d'autres supports, à des livres, à des récits, à des recherches. Et peut-être, au fond, c'est ça la question. Est-ce que la ville est le lieu de la mémoire? Auquel cas, on peut accepter qu'un certain nombre de sculptures et d'objets
puisse disparaître, être parcellaire, être épisodique. Auquel cas, on peut entendre, voilà, je montrais une photo où il y avait marqué esclavagiste en dessous le nom de rue d'un des négriers. Donc, est-ce que c'est dans la rue et dans l'espace public qu'on doit se remémorer ces noms-là? Ou est-ce qu'on peut trouver d'autres lieux, d'autres espaces plutôt, d'autres supports? J'évoquais des livres d'histoire, mais ça peut être aussi des films, pour ne pas oublier cette présence-là. Pour moi, c'est ça le vrai débat, et peut-être aussi donc accepter que l'espace public connaisse des débats et puisse supprimer des symboles qui ne fassent pas l'unanimité et qui sont difficiles pour certaines communautés. C'est aussi une notion d'hospitalité, de compréhension, de changement de regard. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie. Et puis, la dernière chose sur laquelle je voulais réagir, c'est que finalement, ces statues, quand elles sont déboulonnées, elles ne disparaissent pas, elles changent d'endroit. Il y a par exemple un certain nombre de musées qui ont aujourd'hui renouvelé leur discours muséographique et qui ont enlevé un certain nombre d'objets. Le musée de Tervuren, par exemple, en Belgique, a connu voilà, un renouvellement décolonial. Et elle a enlevé un grand nombre de sculptures qui étaient présentes dans le discours. En fait, elle les a enlevées pour les mettre dans un espace qui est toujours accessible au public, mais qui a un traitement scénographique complètement différencié. Et je crois que c'est peut-être ça la question, c'est ces statues déboulonnées, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça doit aller dans un cimetière pour sculpture? Est-ce que ça doit être dans des espaces moins visibles? Est-ce que ça doit être dans des espaces où il y a un message qui permet de comprendre que finalement on est passé à une autre manière de commémorer cette histoire? Voilà, je m'arrête là et je serais ravie d'en discuter avec vous par la suite. Merci beaucoup. Pela avançada da hora, nós teremos que encerrar essa atividade para ter a sequência da próxima. E as pessoas que tiverem perguntas, questões, podem demandar diretamente a Rosila durante a realização da atividade do dia. Tá bom? Muito obrigado.